Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle capsule d'entretien motivationnel. On va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la balance décisionnelle. Vous en avez peut-être entendu parler si vous avez fait des formations en entretien motivationnel ou pas d'ailleurs, parce que, disons-le tout de suite, on ne fait pas de balance décisionnelle quand on fait de l'entretien motivationnel. Alors cette notion, elle va être rappelée dans l'article d'aujourd'hui, qui est un article de Miller et Rose Miller, qui est un des concepteurs de l'entretien motivationnel. C'est un article de 2015 qui est paru dans Behavioral and Cognitive Psychotherapy et qui fait le point un peu sur ce que c'est que la balance décisionnelle et est-ce qu'il y a un lien possible avec l'EM, et vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Alors, peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la balance décisionnelle, eh bien c'est le fait de peser le pour et le contre pour se décider. Donc quand vous avez deux choix, quels sont les avantages et les inconvénients du choix A? Quels sont les inconvénients et les avantages du choix B? C'est donc pas un concept évidemment nouveau, hein, sans doute que les êtres humains font ça depuis la nuit des temps, et on a des traces assez anciennes finalement de son emploi de manière un peu formelle. C'est Benjamin Franklin en 1772. Donc alors lui à l'époque il a des discussions avec plusieurs collègues et il utilise donc une colonne pour, une colonne contre. Il utilise la pondération, c'est-à-dire la pondération par l'importance, hein. Pour ceux d'entre vous qui font des TCC, les TCC emploient encore pas mal des balances décisionnelles pondérées. Et puis quand il a le même chiffre de pondération, le même chiffre d'importance à gauche et à droite, il rature, et puis à la fin, il va rester peut-être une colonne qui fait pencher en fait plus en faveur du choix ou du non-choix. Donc c'est comme ça qu'il résout un petit peu la problématique de prise de décision. Un petit peu plus tard, donc vous voyez 200 ans plus tard, c'est les travaux de Gianni Seyman qui vont rendre vraiment célèbre la balance décisionnelle. Il y a beaucoup de croyances autour des travaux de Gianni Seyman. Je pense que pas mal de gens racontent des trucs sans être vraiment allés voir les ouvrages et les articles qu'ils ont proposés. Par exemple, ils n'ont jamais parlé de balance décisionnelle, c'est quand même intéressant. Ils ont parlé de bilan décisionnel, ce qui n'est pas pareil. Ce côté métaphorique avec une balance, c'est pas d'eux, ça vient après. Eux, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont parlé de prendre une décision de manière vigilante. C'est la traduction, elle est peut-être pas parfaite, mais l'idée c'était de limiter les regrets qu'on pouvait avoir après avoir pris un choix. Et ce qui est surtout très important, c'est que dès Gianni Seyman, on parle de principe de neutralité, de principe rogerien, hein, de Carl Rogers. Et donc il y a cette notion d'explorer, mais sans essayer de diriger, de guider les gens vers un côté, vers le choix ou vers le choix B, par exemple. Euh, un autre truc qui est assez intéressant, je trouve, avec les travaux de Gianni Seyman, c'est que jamais ils n'ont proposé une balance avec juste inconvénient-avantage du choix A, inconvénient-avantage du choix B, c'est-à-dire une table dont on appelle ça 2 par 2. Eux, ils ont proposé une table très complexe. C'était plutôt un algorithme, un 8 par 2, parce qu'en fait, ils considéraient que il y avait des bénéfices, par exemple au choix, mais des bénéfices en termes d'utilité, des bénéfices en termes de valeur, d'affect, et ces bénéfices pouvaient être pour la personne ou par son entourage. Donc c'était finalement quelque chose d'assez compliqué comme algorithme. Et c'est les chercheurs d'après, et notamment Prochaska, alors pas que Prochaska, hein, il y a eu Rossi, il y a eu O'Connell, il y a eu Norcross aussi. Eux, ils ont repris les travaux de Mann et les ont simplifiés dans la fameuse table 2 par 2 qu'aujourd'hui on connaît et dont on pourrait presque parler en disant, voilà, avantage inconvénient du statu quo, avantage inconvénient du choix de changement. Et Prochaska, c'est vachement intéressant parce qu'évidemment, Prochaska, souvenez-vous, c'est le modèle transthéorique du changement. Vous savez, ce truc avec des stades. On y reviendra dans une autre capsule. Et en fait, donc, ils ont fait de la balance décisionnelle un espèce d'instrument de mesure pour savoir où est-ce que les gens se trouvent dans le modèle transthéorique du changement. Donc à la limite, et ça il y a pas mal de sciences autour de ça, enfin d'études, qui montrent quand même que quand on fait une balance décisionnelle, suivant ce que les gens, comment ils remplissent
leur colonne, on va savoir à peu près où ils se trouvent dans le modèle transthéorique du changement. Donc ça peut avoir une utilité qu'on n'emploiera pas en EM, mais voilà, c'est intéressant quand même d'y penser. Et donc en fait, vous voyez, Janice et Mann, ils n'ont jamais essayé d'utiliser ça d'une manière clinique. C'est plus tard qu'on s'est dit, tiens, si on faisait une balance décisionnelle avec les gens pour les aider à changer. Et donc là, on se pose la question de, mais est-ce que c'est utile, est-ce que ça fonctionne en fait? Et c'est ce que propose de regarder Miller dans une revue narrative. Alors, vous voyez que l'inclusion, ça va que jusqu'en 2012, donc ça serait bien de rafraîchir un peu ça. En plus, c'est une revue narrative, donc critiquons et on peut se dire, bah tiens, sur quelle base est-ce qu'il a inclus ces travaux, Miller, donc peut-être un peu orienté. Par contre, c'est intéressant, vous irez voir dans l'article, il y a pas mal d'études quand même qui montrent que oui, la balance décisionnelle, bah, elle est plutôt contre-productive au changement dans pas mal de cas. Alors, il y a beaucoup de travaux qui portent sur le sevrage alcoolique. Et que les rares fois, vous voyez, où la balance décisionnelle peut avoir un impact positif sur le changement, c'est quand elle est associée à de l'EM. Donc du coup, c'est ce qui fait dire aussi, par la force des données probantes, qu'on ne va pas l'utiliser en entretien motivationnel, parce que poser une balance décisionnelle, ça serait plutôt un frein au changement que de le favoriser, quoi. Il y a un petit bémol avec des travaux qui sont assez intéressants, c'est tous les travaux de Goldwitzer. On en reparlera peut-être plus tard, dans notamment la planification, les travaux sur la planification. Nankoff et Goldwitzer, ils montrent quand même qu'il y a des variations, c'est-à-dire que si la balance décisionnelle, elle se place par exemple, pendant l'évocation en entretien motivationnel, c'est-à-dire pendant une discussion autour avec la personne qui est encore ambivalente par rapport au fait de s'engager dans des objectifs, là elle est contre-productive, donc il ne faut pas l'employer. Et eux, ils ont quand même démontré par contre qu'elle pouvait augmenter encore l'engagement dans les objectifs si les gens sont en stade de planification, c'est-à-dire s'ils sont déjà décidés et engagés, ça renforce encore leur engagement. Donc c'est intéressant et ils le justifient par la régulation de la dissonance cognitive, hein, la théorie de Festinger, et l'effet de gel de Lewin. Là aussi, on pourrait y revenir un peu plus tard. Je ne veux pas vous noyer sous des informations, mais vous voyez, peut-être pas être trop catégorique non plus avec la balance décisionnelle. On ne sait pas encore tout. Voilà. Donc on ne l'emploie pas en EM, mais elle est loin d'avoir révélé tous ses secrets. Pour conclure et vous donner envie d'aller lire l'article, ce qu'il faut retenir, c'est que la balance décisionnelle, dans son développement comme dans son emploi aujourd'hui, elle correspond à une approche non directive, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à favoriser l'un ou l'autre des choix, on reste neutre, ce qui fait qu'on la conseille dans les situations d'équipoise, vous savez, ces fameuses situations cliniques où il y a beaucoup d'incertitudes, où en fait le choix et le choix B peuvent donner les mêmes résultats, où en tous les cas la santé des gens n'est pas en jeu s'ils choisissent A plutôt que B ou B plutôt que A. Donc là, évidemment, on ne va pas utiliser l'EM parce que dans l'EM, il y a une directivité, ou plutôt ce qu'on appelle une directionnalité, c'est-à-dire on souhaite guider la personne vers un changement qui va lui être favorable, qui est favorable pour sa santé physique, psychique, ce que vous voulez, mais voilà, retenir ça. Donc balance décisionnelle, équipoise, entretien motivationnel si on veut aider la personne à aller choisir A plutôt que B ou B plutôt que A. Miller réinsiste là-dessus en disant la balance décisionnelle, bah, elle est contre-productive. Pourquoi? Parce que si vous commencez à faire argumenter les gens sur leur raison de ne pas changer, bah, évidemment ça fait monter les probabilités pour qu'ils ne changent pas. Donc c'est aussi simple que ça. Et c'est relativement vérifié quand même par les données probantes. Le cas particulier de Goldwitzer, donc retenez-le, peut-être qu'elle ne serait pas aussi néfaste au changement suivant
où en est la personne dans un modèle transthéorique ou autre, mais de toute façon, on ne va pas l'employer en entretien motivationnel. Et puis, quelque chose d'intéressant, c'est ce que dit Miller, attention avec le terme explorer, exploration de l'ambivalence. C'est un terme qu'ils ont enlevé entre la première et la deuxième édition de leur bouquin, ou entre la deuxième et la troisième, excusez pour mon approximation, mais grosso modo, quand on explore quelque chose, on va explorer les deux versants de l'ambivalence, et évidemment, en entretien motivationnel, on ne souhaite pas passer, en tous les cas, beaucoup de temps à explorer, par exemple, les bénéfices de ne pas changer ou les inconvénients de changer, puisqu'évidemment, on veut favoriser du mouvement et ce mouvement en direction du changement. Voilà, allez lire tout ça, c'est passionnant et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule motivationnelle.